Bonjour les Itata, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Giovanni et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check One. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets tech et entrepreneuriaux de Martinique et d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet, mais c'est le sujet du moment dans le monde de la tech et du numérique, les intelligences artificielles. On en entend de plus en plus parler. Et bien aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une vraie intelligence artificielle et comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie quotidienne ou professionnelle. Pour m'accompagner sur ce sujet, je suis avec le frérot Anthony comme d'habitude. Frérot, ben ça va, hein. Ça va tranquille? Un sujet passionnant. Et justement, qui dit sujet passionnant, dit personne passionnée. Pour nous accompagner sur ce sujet, Roland Ratnan, le CEO de Nasdaq. Comment ça va Roland? Très très bien, super d'être là aujourd'hui, Je sais que c'est un sujet qui te plaît. qui me passionne. Eh bien, sans plus attendre, on passe à la partie décryptage. Il y a quelques années, quand on entendait parler d'intelligence artificielle, on ne pouvait que se représenter le Jarvis d'Iron Man dans Avenger. Pour les connaisseurs, vous voyez la référence. Eh bien aujourd'hui, on s'en rapproche de plus en plus avec l'émergence de nouvelles intelligences artificielles. Si je vous dis ChatGPT, OpenAI, ces noms sont encore un peu archaïques, mais vous entendez parler sur les réseaux sociaux. Alors Anthony, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Alors, la définition plus commune, une intelligence artificielle consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle. Alors Roland, toi qui maîtrises très bien le sujet, est-ce que la définition, tu pourrais nous la simplifier, on va dire? Oui, la simplifier en fait, c'est d'imiter en fait le fonctionnement du cerveau humain et de créer en fait une intelligence pour les machines qui permettrait, grâce à des techniques, de reproduire un petit peu un certain nombre d'actions. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est surtout des techniques d'intelligence artificielle qui sont utilisées pour pouvoir arriver à faire un ensemble de tâches qui facilitent en fait et qui faciliteraient la vie de tout le monde. Merci beaucoup Roland. Alors Anthony, on va voir avec toi comment des entreprises peuvent se développer davantage en implémentant l'utilisation d'une IA dans leur activité. Ok, alors déjà pour contextualiser, le nombre de cadres qui déclarent que la productivité a augmenté en utilisant une IA est de 52%. Ensuite, 54% des dirigeants d'entreprises estiment que l'IA joue un rôle important dans l'amélioration de la prise de décision. Nous allons le voir dans le slide numéro 2, du coup. Merci, la régie. Du coup, dans le slide numéro 2, comment une intelligence artificielle, comment les IA peuvent aider au quotidien nos entrepreneurs? Alors, il y a différents types d'IA, différents types de systèmes. Alors, déjà, les systèmes de traduction automatique, de maintenance prédictive, de chatbot, d'ailleurs, ChatGPT en est un, et autres assistants virtuels. Tous ces systèmes permettent d'augmenter la productivité des entrepreneurs. Ça leur permet de déléguer certaines tâches répétitives et surtout harassantes. Alors Roland, moi j'ai envie de savoir en tant que professionnel, tu es un professionnel du numérique et du web, est-ce qu'aujourd'hui l'IA fait partie de tes outils de travail au quotidien? Alors tout à fait, complètement. Je fais partie effectivement des early adopters, comme on dit, les premières personnes qui ont depuis novembre testé et utilisent au quotidien ChatGPT. En gros, c'est comme disait en fait effectivement Tony, on a possibilité à partir d'un prompt. Un prompt, c'est quoi? C'est un champ où on peut rentrer du texte, donc poser des questions, mais demander finalement à l'intelligence artificielle de faire un certain nombre de tâches pour nous. Donc quand je parle d'adoption, l'essayer, c'est l'adopter. C'est, voilà, en une semaine, il y a eu 1 million d'utilisateurs. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est 150 millions d'utilisateurs. C'est en train de croître à une vitesse phénoménale. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'usage en est très très simple. C'est juste un lien. On demande en fait à l'IA une tâche, une action, et elle est en mesure de nous répondre. Et c'est assez bluffant parce qu'elle nous répond plutôt bien. Est-ce que tu sens vraiment un gain de temps, un gain de productivité depuis que tu utilises l'IA? Oui, clairement. À différents points. On gagne en fait de la productivité déjà dans les relations en fait avec les administrations, les collègues, etc. Juste dans le fait de pouvoir améliorer les emails envoyés. Donc typiquement, je demande à l'IA, améliore-moi l'email que je veux envoyer en fait au banquier. Il va me sortir un message comme si c'était en fait un banquier qui lui écrivait et donc il me fait gagner du temps dans la rédaction. Autre point, nous on fait beaucoup en fait de développement informatique, on crée des logiciels. On a possibilité en fait quand il y a des erreurs de code, de compilation, de demander à l'IA, mais est-ce que tu pourrais en fait me trouver l'erreur? Est-ce que tu pourrais me la corriger? Est-ce que tu pourrais même en fait améliorer le code en fait que j'ai écrit?
Donc en fait, je vois qu'au quotidien, des fois, ça me permet de gagner voire une journée de travail en réduisant effectivement l'impact que l'on pourrait avoir sur notre business. Ouais, en fait, les machines, entre guillemets, nous permettent d'éviter de faire des erreurs. Bon, bien sûr, on l'a vu, il y a encore quelques erreurs, quelques couacs, mais je pense que ça, c'est le futur. Mais justement, en Martinique, comment on pourrait les utiliser? Est-ce que la population a un gain réel par rapport à ça? Oui, clairement, et je fais déjà confiance à la population, hein. Ça veut dire que voilà, 78% des gens ont WhatsApp, etc. Ça me fait penser qu'il y a un projet martiniquais qui s'appelle Poum AI qui est sorti, où dès WhatsApp, on peut demander en fait à une intelligence artificielle basée sur ChatGPT, mais d'autres intelligences artificielles, de corriger le texte, de pouvoir effectivement le traduire pour que ça soit en fait nickel dans les échanges. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, en Martinique, l'utilisation voulue de l'intelligence artificielle est faite, mais même celle que l'on ne sait pas, quand j'utilise en fait au quotidien mon Outlook ou mon Gmail, déjà j'ai une petite intelligence artificielle que tout le monde doit connaître parce qu'il me suggère des mots. Genre si j'ai une réponse comment ça va, il y a des petits mots qui apparaissent, oui ça va bien. Ça va très très bien. Donc en fait, on peut sélectionner en fait ces messages et le mail part tout de suite. Ouais. Au quotidien, j'ai envie de dire, on l'utilise déjà, même sans s'en rendre compte. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors, récemment, on a entendu quelques petits faits d'étudiants qui utilisaient ChatGPT pour des devants. Je pense notamment à certains étudiants en licence qui remettaient l'entièreté de leurs devoirs rédigés grâce au chat. On sent que le corps enseignant se pose des questions, Oui. comment contrer justement cette utilisation, ou en tout cas comment l'encadrer. Est-ce qu'il y aurait pas un risque à terme on ne réfléchisse plus par soi-même et que tout ce qu'on fait comme travail, comme tâche, ben on passe par l'IA et du coup, nous, intellectuellement, ça affaisse un peu. Quel est ton ressenti là-dessus? C'est un vaste sujet, un vrai sujet même en fait de société. C'est comment est-ce que finalement on apprend. Ça remet en cause en fait effectivement l'éducation pour savoir est-ce que nos étudiants en fait ils sont en train de tricher ou bien au contraire ils utilisent en fait les outils du moment comme la calculatrice à l'époque qui était interdite pour pouvoir faire en fait les choses plus rapidement, mieux et se consacrer peut-être justement à d'autres tâches dont on en aura besoin. L'enjeu aujourd'hui c'est peut-être de savoir peut-être pas comment je crée une IA, mais quel jeu de données que je donne à mon IA, comment j'apprends à mon intelligence artificielle de répondre en fait des choses qui sont en fait censées pour le plus grand nombre. Donc pour revenir juste sur la partie effectivement des étudiants, je dirais que il y a deux écoles. Il y a effectivement des profs et des administrations qui veulent interdire. Il y en a d'autres effectivement qui s'insèrent déjà dans la continuité, dans l'envie d'utiliser en fait des IA. Personnellement, moi, je pense en fait qu'il faut se poser déjà, de créer en fait des zones, des war rooms comme on appelle en fait, pour pouvoir se poser les vraies questions de qu'est-ce que va engendrer l'intelligence artificielle dans les 2, 5, 10 prochaines années. Parce que là, on est vraiment en fait dans un virage que l'on ne peut pas laisser passer. Bah, après, je vais même rebondir sur ta question. En fait, en soi, ça ne nous empêche pas de réfléchir. Parce qu'un ChatGPT, tu composes quand même, tu as une réflexion et il y a une certaine façon de s'adresser à une IA. On ne peut pas non Tout à plus fait. s'adresser de manière à fait. banale ou quoi que ce soit. Donc, on doit organiser sa pensée. Et j'ai envie de dire, pour ces gens-là, en soi, bah, on n'aurait pas créé l'ordinateur. L'ordinateur, c'est une grosse machine à calculer, dans tous les cas. Donc, est-ce que vraiment est-ce qu'on a perdu notre capacité de réflexion quand on a inventé l'ordinateur? Non. Non, Donc, pas forcément, c'est ça. Parce voilà. on voit déjà, typiquement dans l'usage, donc justement, monsieur tout le monde, les étudiants, etc., la différence va se faire sur la façon dont on va questionner l'intelligence artificielle. Un petit cas tout simple aussi, je peux très bien lui dire, rédige-moi un roman pour mon devoir, par exemple, en fait, de poésie. Voilà. Mais typiquement, notre étudiant va pouvoir dire rédige-moi en fait un roman en 100 pages qui va être en fait écrit comme si c'était Aimé Césaire qui l'écrivait, en Voilà. utilisant en fait un certain type de vers, etc. Donc, on va pouvoir affiner la réponse finalement de l'IA en fonction en fait des inputs, des entrées qu'on va lui donner. Et avec tout le jeu en fait d'effectivement d'apprentissage, on est en fait en train de découvrir voilà une autre façon finalement d'aborder les choses Ouais, et de réfléchir tout simplement. et Alors- de réfléchir différemment. Ouais, Voilà, voilà, exactement. Alors, monsieur, j'ai une autre question qui serait plutôt d'ordre sociétal aussi. Euh, Vous avez récemment entendu parler de la sortie de l'intelligence artificielle de Google, Bard, en réponse à celle de la sortie de ChatGPT fait par OpenAI. Est-ce qu'on ne s'oriente pas vers une course à la meilleure intelligence artificielle? On n'est pas dans celle qui a la plus grosse au final. Est-ce que nous, on ne serait pas un petit peu
les objets pris pour cible, en fait, pour générer la connaissance de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu le bétail des gros de cette industrie et pour avoir la meilleure intelligence artificielle possible? Est-ce qu'on ne s'oriente pas vers ça, justement? Je te laisse. Oui, c'est clairement le cas. Là, à mon sens, en fait, on rentre en fait dans une guerre d'intelligence artificielle. Depuis que ChatGPT en fait est sorti en novembre, les fondateurs de Google sont revenus en fait au bureau dans une, comme je disais, dans une salle war room, ils appellent ça, salle de guerre, pour pouvoir dire, messieurs, vous arrêtez tous vos projets. On investit 40 milliards de dollars pour sortir 20 bêta, donc 20 prototypes d'intelligence artificielle dans l'année, pour pouvoir effectivement répondre au raz-de-marée qu'on est en train de vivre en fait avec ChatGPT. Après c'est ça, les Chinois, ça fait déjà en fait 5 ans qu'ils investissent en fait, c'est le plus gros poste de dépense au niveau de leur territoire du pays. Donc il y a de vrais enjeux. Pendant que effectivement il y a des questions effectivement sociétales, comme par exemple la réforme des retraites que l'on voit effectivement tous les jours en fait, aux médias. Il devrait y avoir aussi des war rooms pour dire attention, l'IA, la révolution que l'on vit en fait aujourd'hui va peut-être impacter l'emploi de demain et c'est l'emploi qui finance les retraites. Donc à mon sens, la France a encore en fait un coup à jouer. La Martinique doit être effectivement dans ses propres jeux de données pour que l'on maîtrise et qu'on sache en fait finalement qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'on ne se retrouve pas comme il y a 10 ans en arrière, quand on avait eu l'émergence forte des réseaux sociaux, le Big GAFAM aussi. Effectivement, la France est un plus petit GC de la Martinique. On n'avait pas notre mot à dire. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion aussi de développer des talents de chez nous qui s'intéresseraient davantage aux intelligences artificielles pour que nous aussi, nous ayons notre pierre à jouer dans cet édifice? Ouais. Clairement, je pense que c'est maintenant, c'est là qu'il faut effectivement avoir des orientations en fait, politiques fortes, avoir des fonds d'investissement pour pouvoir effectivement au moins mettre en fait des cadres également pour ne pas faire n'importe quoi dans l'avenir. Et puis de toute façon, la sensation que nous avons de se faire un petit peu malmener par ces boîtes, en fait, il ne faut pas oublier que c'est ces boîtes qui ont les datas. Tout simplement, Google, tout le monde connaît Google, tout le monde utilise Google de toutes les façons. Donc forcément, comme eux, ils ont les données, ils peuvent se permettre de mettre en place des systèmes qui sont faramineux, très complexes, qui justement paraissent très intelligents. Donc nous, on se sent un petit peu malmené par tout ça. Après, je pense que tout le monde doit en profiter. L'avantage des IA et l'avantage de cette guerre-là, c'est que souvent, on laisse ouverts les systèmes. Voilà, on peut trifouiller dedans, on peut voir, Et de ce fait, en fait, un jeune développeur ou un jeune curieux pourrait lui aussi inventer son modèle, en tout cas prendre ce modèle-là et, on va dire, l'améliorer à sa sauce. Donc ça facilite aussi le travail de certains parce que coder et travailler une IA de zéro, c'est... Alors justement, et je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai qu'on assimile beaucoup l'intelligence artificielle comme on la connaît aujourd'hui, surtout orientée utilisation tech. Pour le moment, ce ne sont que les entrepreneurs de la tech en général qui l'utilisent. Moi, j'ai une question pour vous deux. Plus pour toi, Roland, parce que dans ton activité, tu es amené à côtoyer d'autres chefs d'entreprise. Est-ce que tu penses qu'à terme, l'IA va servir à typiquement des agriculteurs, des pêcheurs, des activités qui n'ont rien à voir avec ce domaine d'activité qui est la tech, mais typiquement chez nous, des marins-pêcheurs, d'agriculteurs, pourquoi pas, je sais pas, je pense à des personnes qui sont en charge du patrimoine. Est-ce que tu penses qu'à terme, l'IA aussi pourrait s'implémenter dans leur domaine d'activité? Bien sûr, et pourra effectivement les aider. On a tout un volet en fait sur l'IoT, l'Internet des objets, par exemple dans l'agriculture, où on a possibilité effectivement de monitorer, donc d'avoir en fait des capteurs, des mesures sur comment se porte la terre, comment se porte en fait la pousse des arbres, etc., la récolte. Même chose pour la pêche. Rien n'empêcherait d'automatiser ça par une intelligence artificielle qui pourrait en fait prédire le temps. Il va pleuvoir de façon peut-être plus précise que nos météorologues actuels. On pourra avoir aussi des IA qui vont permettre en fait de suggérer un certain nombre de choses en fait aux agriculteurs, aux pêcheurs, à tous les métiers traditionnels pour qu'ils soient plus performants finalement dans leur métier. Je sais que d'ailleurs j'ai fait un clin d'œil au collectif WebMonster. Je sais que certaines personnes du collectif WebMonster se battent pour justement avoir une smart city connectée en Martinique et justement la récolte de données via des capteurs ou quoi que ce soit, peut-être gérer tout ça par IA, éviter
Voilà, donc oui, effectivement, ça serait très utile pour n'importe qui à l'heure actuelle. Du Exact. coup, un petit clin d'œil à l'équipe au Monster quand même. On essaiera de les avoir Le 7 prochainement. février d'ailleurs. On essaiera de les avoir prochainement. Alors, rapidement, on touche à la fin de la partie de décryptage. J'ai juste envie de te demander une question, Roland. Alors, si un jeune entrepreneur vient et te demande, ben, concrètement, comment je peux me lancer grâce à l'aide de l'IA, quelle astuce tu lui donnerais? Alors, pour un jeune entrepreneur, déjà, sur la partie technique ou de façon De façon générale, comment il peut De façon utiliser... générale, en fait, un jeune entrepreneur qui veut se lancer dedans, il doit être passionné parce qu'effectivement, c'est des heures qu'on ne compte pas. Il faut vraiment, mais ça c'est le développement de façon globale, et donc dans le développement dans les IA, il faut être un vrai passionné, il faut être optimiste. Donc optimiste dans le sens où effectivement, ça touche en fait à des choses un peu de société, sociétale, et de ne pas compter ses heures et de ne pas hésiter en tout cas à se lancer, à essayer, à tester, à réitérer pour arriver en fait à des prototypes, à des choses en fait que l'on peut tester et qu'il pourra mettre en fait le plus rapidement possible sur même notre marché local et que l'on pourra effectivement tester et donner en fait un feedback et progresser en ce sens. Très bien. Merci Roland pour tes conseils. J'espère que les jeunes du numérique ont entendu tes conseils. Sans plus attendre, on va s'intéresser un petit peu plus à toi dans la partie portrait. C'est parti. Roland Ratenant, le CEO de Nasdi. Bon, on va le rappeler rapidement. Nasdi, c'est une boîte qui accompagne les chefs d'entreprise en Martinique à digitaliser leur entreprise de façon globale. Donc, avant de partir sur ce volet, j'ai envie de m'intéresser à toi, avant d'être le big boss que tu es aujourd'hui. Qui t'étais au départ? Tu nous viens d'où? Raconte-nous ton parcours scolaire, parcours entrepreneurial. Vas-y. D'accord, donc je suis né en Martinique, Clinique Sainte-Marie. J'ai fait la maternelle en fait à l'Ermitage, j'ai fait mon collège à Périnon-Cluny, j'étais au lycée Chelcher et un petit peu comme en fait c'était la règle, il n'y avait pas en fait d'université ou d'études scientifiques en Martinique, il fallait soit partir en Guadeloupe, soit partir en France. Donc je suis parti en fait dans l'Hexagone, ma sœur y était déjà, c'était plus facile pour les parents et ça m'a permis de faire en fait mes études scientifiques en fait à ce niveau-là. Je suis parti avec une idée en tête, c'était de faire 5 années d'études et de revenir en fait en Martinique parce qu'effectivement, c'est là que les choses se passent. On doit en fait régler nos problèmes martiniquais, doivent régler les problèmes des Martiniquais, j'ai envie de dire. Et donc, c'est pour ça que je suis revenu, alors peut-être pas 5 ans après, mais 9 ans après. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur effectivement à Sagem en attendant, entre guillemets, mon retour en 2003 en Martinique. Effectivement, ça commence en fait à faire. Et pendant que je travaillais dans un grand groupe, j'ai créé effectivement Nasdi avec les associés de l'époque. Dans la vie entrepreneuriale, on change aussi en fait pas mal d'associés. Et Nasdi continue à présent depuis 20 ans. Et je suis très content d'être là et de pouvoir en fait porter la pierre à l'édifice en fait à mon pays. Alors, je voulais une question à Anthony, puisque typiquement c'est lui qui la pose, mais tu reviens en Martinique. Comment tu sens? Comment tu sens, n'est-ce pas, Anthony? Vas-y, continue, pose ta question, vas-y. Comment tu sens ton retour en Martinique, l'acceptation Moi, j'ai de vécu ça Martinique? plutôt bien parce que voilà, j'avais envie de revenir. C'est toujours difficile et c'est pour ça que je parle en fait de passion. C'est que quand on arrive en fait ici, il ne faut pas se dire qu'on est comme en France et qu'on va retrouver en fait le même niveau de rémunération que l'on avait pu établir là-bas. On est dans un nouveau pays, un nouveau écosystème. On revient, on a envie. Si effectivement il y a des portes qui se ferment, on commence en fait on tape à toutes les portes. On commence en fait à créer en fait les choses et au fur et à mesure en fait on arrive en fait à se positionner et se constituer sur le territoire. Mais du coup, comment toi, tu t'es dit que tu serais entrepreneur plus tard? D'où te vient cette passion? D'où te vient, quand on te parle d'IA, je vois dans tes yeux comment C'est ça. tu sens que tu es passionné par ça. D'où ça te vient? D'où ça me vient? Alors, voilà, pas forcément entrepreneur, mais j'ai toujours eu envie de faire les choses, de les connaître, de les faire moi-même. C'est peut-être aussi grâce en fait à mes parents. Hein. Quand j'étais en fait au collège, j'ai eu un Amstrad 464. C'était un ordinateur avec des cassettes. Je ne sais pas si ça vous parle, messieurs. Avec des cassettes comme les cassettes dans les Walkman. Et donc, effectivement, on lançait un jeu. Sans jeu de mots, ça prenait 1h45 pour lancer un petit jeu en fait en noir et blanc. Mais c'est pas ces petits jeux-là, excuse-moi, où tu devais coder toi-même. Je sais qu'il y a des jeux Même où... pas ceux-là, on le chargeait en fait les cassettes. Ok, Après, oui, il y avait, en fait, ça c'était avec les MO5 et les TO7 à l'époque, on faisait des commandes AV, 10, etc. La petite tortue en fait avançait de 10 pas. Donc en fait, depuis très tôt, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière. Et c'est voilà, en termes de conseil aussi, c'est de rester curieux. Là, voilà, l'IA, pourquoi j'en parle aussi, ça me passionne, c'est que j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Réseau de neurones, machine learning,
Flow, TensorFlow, etc. Donc j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière et c'est ce qui m'anime en fait au quotidien pour pouvoir comprendre les choses. De toute façon, on est pareil sur ça. Je me bute dans des livres ou des trucs comme ça. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment un sujet très intéressant. Mais justement, est-ce que Nasdaq, demain, va développer peut-être une IA ou va se lancer dans le développement d'IA? Alors, on devrait peut-être rappeler ce qu'est Nasdaq, puisque c'est vrai qu'on est allé, C'est vrai. on a survolé un petit peu. Mhm. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais concrètement avec Nasdaq? Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu es Oui. seul? Et ensuite, mais du coup, Oui, on oui. verra par rapport à l'IA. Je garde la question. Ok, alors en fait, Nasdaq, en fait, la vision, en fait, c'est de faire du digital un vecteur de développement pour les entreprises dans le respect de l'homme et de leur environnement. On veut vraiment accompagner les entreprises à réussir leur transition digitale sur le territoire et bien entendu en fait ailleurs. On n'est pas limité. C'est une super équipe aujourd'hui en fait Nasdaq. Donc c'est grâce à eux effectivement mes collègues du quotidien que on arrive en fait à répondre à cette demande de numériser en fonction de la maturité de l'entreprise. Il y a des grands groupes, il y a des petites TPE, PME, boulangers, en passant par des institutions publiques. On est en mesure effectivement d'accompagner n'importe quel type de structure dans leur réussite en fait sur Internet. Et c'est voilà, c'est grâce en fait une équipe de 10 personnes en fait aujourd'hui. Il y a une fusion qui s'est faite en fait avec Bisoft Lab également et Monsieur Éric Belrose. On le salue. Voilà, on le salue en passant, qui est président aussi de la Fédération du numérique en Martinique. Il faut savoir qu'il y a Martinique Digital qui est en fait la Fédération du numérique pour pouvoir regrouper tout le monde, les collectifs comme Web Monster, les associations comme Open IT Martinique Tech à l'époque, pour pouvoir Open Space dans la médiation numérique, pour pouvoir en fait parler d'une voix forte en fait justement aux grands groupes, aux institutions, pour dire que les compétences en fait sont sur notre territoire. Voilà, il faut du financement pour pouvoir réussir l'innovation et qu'on est prêt en Martinique. Alors du coup, la question d'Anthony. oui. Voilà, mais du coup, donc est-ce que Nasdaq va développer demain des IA ou est-ce qu'elle se lancerait dans ça? Oui, clairement. Alors, peut-être, alors développer des IA, oui, de toute façon, il faut qu'on regarde ce qu'il y a derrière. Donc, on va essayer de prototyper un certain nombre de choses. Peut-être même pas dans le côté recherche et développement, peut-être pas finalité de business. Par contre, voilà, il y a des sujets qui me semblent en fait intéressants, porteurs et sérieux qui sont autour du créole martiniquais, langue matiniché. On a créé en fait Créole Bocainou où effectivement là on va s'intéresser aux jeux de données en créole que l'on peut en fait faire en termes d'apprentissage à une IA pour justement rendre la langue vivante également en fait sur le numérique. Est-ce que tu pensais il y a 20 ans que tu en serais là aujourd'hui à dire que tu développerais potentiellement des IA, que tu es un acteur majeur dans la transition digitale de toutes nos entreprises? Est-ce qu'il y a 20 ans, tu imaginais tout ce que tu aurais pu accomplir aujourd'hui? Alors merci de me le dire, mais en fait je ne le considère pas vraiment comme ça. Mais typiquement, voilà, non, je ne me pose pas je me dis pas ce genre de choses, mais c'est vrai que plus en termes d'objectifs, tous les 10 ans, je me dis dans 10 ans par contre, voilà, il faudrait que l'on ait en fait telle chose, telle chose, telle chose. On est plutôt en fait, on continue plutôt dans cette dynamique et c'est vrai que comme en fait le numérique en fait nous anime et grâce que je vous disais encore, j'ai une équipe en fait super. L'idée c'est qu'on soit là encore dans 20 ans. Bien sûr. Mais vous serez là dans bientôt. Ouais. Ah oui. Oh, Ah oui. on lui souhaite. Mais juste parce qu'on ne va pas tarder à toucher à la fin, Ouais. mais j'ai quand même envie de revenir à Nasdaq. Est-ce Oui. que ta vision, elle reste encore locale ou dans les années à venir, tu as pour but, tu as pour aspiration de titiller un petit peu les gros, Oui. d'aller t'expatrier, pourquoi pas en France hexagonale, toucher le marché américain? Clairement. Est-ce que dans tes objectifs, on est dans ça ou on a encore beaucoup de boulot à faire ici? Et voilà, on est là pour encore 10-20 ans à bien bétonner les systèmes numériques ici. On a beaucoup de boulot ici à faire, c'est clair. Il y a tout à faire et c'est ce qui est en fait un peu challengeant. Par contre, en fait, on n'est vraiment pas fermé. 2016, je pars en fait à Miami en fait pendant en fait 3 mois pour développer le business là-bas, pour justement en fait aller se frotter un petit peu à leur écosystème en fait sur la Floride qui est en train effectivement en termes de numérique en fait de grossir en nouvelle Silicon Valley qui est proche de chez nous. Donc c'est toujours dans les tuyaux, c'est toujours dans le pipe. Après, il faut justement des moyens. On a encore 3 ou 4 clients en fait, sur Miami. Donc, typiquement, non, l'export est possible. Et dans nos métiers, il est d'autant plus possible de le faire et de le faire effectivement avec les moyens. Voilà. Anthony, rien à rajouter? Non, en fait, je sais pas, parce que tu m'as dit que c'est bientôt la fin de l'émission, mais du coup, si le vivier commence à grossir à Miami, bon, peut-être accélérer les choses et y aller directement. Oui, aller directement, clairement, de générer des partenaires, des partenariats même locaux avec des agences comme Innovalon, Bah oui. avec oui. clairement, et voilà, de renforcer effectivement en fait les équipes en fait sur place pour pouvoir justement s'exporter efficacement à l'étranger.
Ok. 3 heures et demie de temps, en fait, la Floride, quatrième hub économique en fait au monde. On a l'opportunité, on a tendance en fait à flécher vers la France et vers en fait vers l'Europe, mais en fait à côté de nous, il y a de vraies opportunités business. Nous, on est très intéressés hein, par... Très très bien. Ah ben, justement, moi, je profitais de toute cette vision, on va dire, d'internationalisation Oui. pour passer à notre signature. Check One, c'est aussi susciter des vocations, Exact. susciter des rêves et des aspirations d'entrepreneuriat. Et du coup, la question, sans répéter ce qu'on a dit précédemment dans la partie décryptage, si un jeune, alors là, vraiment sans connotation tech ou numérique, un jeune te demanderait des conseils pour entreprendre, quels conseils tu lui donnerais? Vraiment, c'est un jeune sans appétence pour le numérique ou autre chose. C'est vraiment, il est neutre et il te demande un conseil pour commencer à entreprendre. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, aime ce que tu vas faire, et à partir de là, tu pourras effectivement pousser toutes les montagnes. Anthony, tu valides? Génial. Vraiment génial. Très Et bien. puis, prends des risques. Exact. Eh bien les gars, merci beaucoup. Merci Roland pour tous tes conseils et ton De rien. expertise sur le sujet. Anthony, merci beaucoup pour Merci, ta mon présence frérot. comme d'habitude. Moi, je vous dis à bientôt. L'émission touche à sa fin, les amis, malheureusement. Mais retrouvez-nous dans un prochain numéro de Check One. Excusez-moi, j'en perds mes mots. À bientôt.